Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien reposés. Je vous propose qu'on prenne un petit peu de hauteur et qu'on sorte un petit peu du PHP, du HTML et ce autre joyeuseté avec Gaspard Koenig, que je suis très heureux d'inviter. Gaspard Koenig, je pense que beaucoup de gens ici le connaissent. Je vais quand même juste faire un petit 2 minutes de présentation. Gaspard est en fait philosophe. C'est quelqu'un qui a fait ses études à l'ENS, dont tu me disais que c'était même l'ENS Lyon, à Gerland, entre autres, et qui est désormais professeur de philosophie à Sciences Po, donc qui est habitué à réfléchir aux choses profondément. C'est quelqu'un, vous verrez, qui est un peu atypique. Il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il est le fondateur d'un think tank qui s'appelle Génération Libre, qui a pour vocation de défendre la liberté au quotidien en essayant d'examiner toutes les propositions qui sont faites par les politiques et d'essayer de voir si on ne pourrait pas les rendre un petit peu plus libres et donner un peu plus d'autonomie aux gens. Parce que souvent, ce que dit Gaspard, c'est que on peut être libéral, c'est bien, mais c'est mieux plutôt que d'être libéral, c'est plutôt de donner de l'autonomie aux gens pour qu'ils soient responsables, autonomes et qu'ils puissent gérer leur vie comme ils le souhaitent. Il explique ça très bien dans de nombreux livres, dont un que je vous invite vraiment à lire, que j'ai lu, je me suis régalé, c'est Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, dans lequel on comprend l'état de la société française, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des blocages dans notre société. Alors souvent, ça remonte à loin. Il y a notamment le maréchal Pétain qui aurait eu une influence sur nos comportements. On serait encore un petit peu vichiste et il y a peut-être des choses à déverrouiller. Gaspard, c'est aussi l'éternel défenseur du revenu universel. Le fait de donner un revenu à chacun d'entre nous sans condition aucune à la base, faire en sorte qu'on soit un petit peu finalement découplé des contraintes quotidiennes, qu'on puisse avoir une sécurité et en même temps toucher des revenus de son travail dès qu'on le peut. C'est une idée que je trouve absolument révolutionnaire parce que on pourrait probablement, on en parlait juste à l'instant avec Romain ici dans la salle, on pourrait probablement réunifier la droite et la gauche sur une telle idée. Alors moi, j'avais proposé à Gaspard qu'il vienne sur ce thème et il m'a dit que finalement, ils avaient déjà tellement travaillé à Génération Libre que les idées passaient dans les têtes et que c'était peut-être pas là-dessus qu'il y aurait le maximum de choses à dire, le maximum de lignes à faire bouger et qu'il y a peut-être quelque chose qui serait encore plus intéressant, qui est un sujet qui en plus aurait l'avantage d'intéresser les gens ici, puisqu'on est quand même dans les données, dans les datas. Et c'est le fait que mes datas sont à moi, la propriété des datas, à qui appartiennent les datas, est-ce qu'on peut récupérer la propriété de ces datas personnelles? C'est un sujet qui est chaud. Gaspard a exploré l'Europe. Enfin, en particulier, tu as été à Berlin, mais je crois que tu vas nous expliquer tout ça. Tu as rencontré des tas de gens, les hackers de Berlin, et du coup, tu as des idées qui méritent d'être exposées. C'est ce que je te propose de faire aujourd'hui, et je vous propose de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Bravo. Bravo, Gaspard. Je te laisse la parole. Merci. Merci. Alors c'est une conférence un peu particulière car elle est basée sur un concept très nouveau, c'est la conférence sans slide. Donc on va voir si la conférence sans slide est encore possible aujourd'hui ou si vous serez tous partis dans 1 heure. Alors d'abord j'aimerais vous dire à quel point j'aime les datas. Parce que les datas nous permettent de sortir de la logique, de la catégorie et de la statistique. Il y a un philosophe français qui est sous-estimé, mais excellent, qui s'appelle François Ewald, et qui avait écrit un livre au début des années 80 qui s'appelait L'État-providence, dans lequel il expliquait que nous sommes, depuis un siècle, des sociétés assurantielles. Il a beaucoup travaillé sur l'assurance, et il a expliqué en quoi les systèmes d'assurance, assurance de voiture, assurance santé, mais ensuite se répliquaient à l'ensemble du corps social, et que l'ensemble des sociétés de notre société était régi selon le principe de l'assurance, et que l'assurance elle-même est basée sur l'idée de la statistique, de la moyenne.
Vous, par vos comportements, votre environnement, votre âge, vous allez appartenir à une certaine moyenne. Et cette moyenne va permettre de vous qualifier et de vous mettre dans le bol de la statistique et de pouvoir ensuite mutualiser les risques avec l'ensemble du groupe. Et qui dit moyenne dit catégorie, vous appartenez à des grandes catégories. Et finalement, nos systèmes politiques étaient bâtis également sur ce même principe. Nous sommes dans des catégories parce que nous appartenons à des grands partis politiques, par exemple, même si nous ne sommes pas d'accord avec tel ou tel point, nous pensons qu'en moyenne, ça nous va. Et finalement, ce que fait le big data, c'est qu'il remet en cause cette idée de moyenne dans la mesure où il permet d'individualiser chacun d'entre nous. Et qu'à l'inverse, chacun d'entre nous peut effectuer des choix sur son téléphone, sur son ordinateur, qui lui sont propres, qui lui sont caractéristiques. Il n'a pas besoin d'appartenir à une catégorie. Il va choisir tel ou tel mode de vie, telle ou telle idée, de manière beaucoup plus autonome. Et en cela, je trouve que c'est un immense progrès. François Ewald, aujourd'hui, d'ailleurs, a publié un texte il y a 2 ans en expliquant comment, et vous voyez, donc tout se recoupe, comment le big data est en train de révolutionner complètement l'assurance, puisqu'on ne fait plus des moyennes dans lesquelles on met des individus, on les groupe plus ensemble, mais au contraire, on individualise le risque. On ne le mutualise plus, on l'individualise pour savoir quel individu a quel risque précis. Pour prendre un exemple très concret, avant, vous étiez un jeune, vous prenez une assurance auto, immédiatement, vous êtes dans la moyenne jeune, avec un fort taux d'accidentologie, et donc vous payez une prime qui correspond à votre tas statistique, à votre moyenne, et donc vous payez une prime plus grande, permettant ainsi d'assurer les autres. Mais aujourd'hui, avec Rate My Drive, une application qui, je crois, vient des États-Unis, vous pouvez, et ça sera pareil pour la santé, vous pouvez évaluer comment conduit tel individu, en mettant, ce qui est très intrusif, mais ça on y reviendra, en mettant une application qui évalue les accélérations, les tournants, qui donc fait varier, Rate My Drive fait varier en temps réel la prime d'assurance que vous payez en fonction de la manière dont vous conduisez. Et donc là, vous voyez bien que même si vous êtes jeune, vous n'appartenez plus à la catégorie jeune, parce que si vous êtes jeune, mais que l'application, le data montre que vous conduisez bien, à ce moment-là, vous n'allez pas payer la surprime d'assurance qui, en un sens, serait injuste, parce que vous n'appartenez plus à cette catégorie, parce que vous êtes, en un sens, vous-même. Voilà. Et cela s'applique donc, cette idée de sortir de la catégorie, s'applique au commerce, aux services, et s'appliquera sans doute bientôt à la politique. Ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais je pense que il y a des gens qui imaginent des choses comme la démocratie liquide, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais simplement l'idée d'appartenir à des grandes catégories partisanes, semble-t-il, est désuète et explique la crise de nos systèmes politiques actuels. Ce n'est pas à cause des hommes, c'est que le principe même de la représentation, de la représentativité, d'appartenir à une catégorie, à un clan, de se retrouver derrière un homme, me semble tout à fait balayé par la data. Alors, néanmoins, j'aime la data, mais le problème m'est apparu, en le disant en introduction, enfin en tout cas, il m'est apparu de manière criante dans une petite expérience que j'ai faite, puisque j'ai passé une semaine à Berlin, je faisais des reportages pour Le Point sur la liberté dans le monde, donc j'ai été voir des gens un peu partout, et j'étais à Berlin une semaine pour essayer de voir les hackers, les communautés de hackers que vous devez bien connaître. Alors il y a un peu de tout dans les hackers, d'ailleurs la première chose qu'ils vous disent c'est qu'ils ne sont pas hackers, parce que ce sont des bons hackers, ou que de toute façon le terme est trop journalistique, mais enfin, c'est quand même un univers où les gens se reconnaissent. Et notamment, il y a une grande conférence annuelle où ces gens-là se retrouvent un peu, qui s'appelle Republica, peut-être vous connaissez dans la salle Republica. Et là, j'ai eu une sensation tout à fait différente, car à Republica, quand on dit Big Data, c'est l'horreur. Quand on dit Smart City, on est considéré comme un brigand. Comme si à Berlin, et chez des gens qui sont au contraire très branchés sur l'Internet, comme si à Berlin, l'échelle des valeurs s'était déplacée. On a l'impression qu'en France, pays d'ingénieurs, on en est un peu au premier stade de la technophilie, où la Smart City, les objets connectés sont forcément positifs, représentent un progrès. Alors qu'à Berlin, et ça s'explique aussi par leur histoire très particulière, ils ont une méfiance extrêmement accrue, extrêmement vive, extrêmement ressentie, extrêmement forte dans le débat public, dans les associations, dans les communautés, de la surveillance individuelle.
Et donc, j'ai vu un cadre de Deutsche Telekom qui expliquait comment toutes les voitures allaient être connectées pour minimiser le taux d'accident. Et il s'est fait huer par la salle, mais il n'était pas du tout habitué à ça, parce que tout le monde considérait jusqu'à présent que c'était une bonne chose que de diminuer le taux d'accident de la route. Mais l'idée de connecter, d'être en permanence connecté, de ne pouvoir échapper à la connexion est quelque chose qui ne plaisait pas à mes nouveaux amis berlinois. Bref, c'est-à-dire ce n'est pas un hasard si Berlin a interdit Uber, ainsi qu'il y a quelques mois Airbnb. Ce que nous jugeons, nous, encore disruptif, leur semble déjà répressif. Alors, on m'a introduit à tout un nombre d'applications, pour vous sans doute sont très basiques, d'applications dites sûres. Par exemple, utiliser Signal au lieu d'utiliser WhatsApp, utiliser DuckDuckGo au lieu d'utiliser Google, utiliser KeePassDroid pour gérer ses mots de passe, etc. Il y avait même une installation assez amusante qui était un vieux métronome, tout à fait traditionnel, sur laquelle était attachée une Google Watch, de manière à perturber l'algorithme santé de la montre. J'étais ce qu'on appelle une crypto-party. La crypto-party, c'est ces gens qui se rassemblent dans des cafés, on connaît le lieu au dernier moment, on va dans l'arrière-salle, c'est bourré d'ordinateurs, et puis les néophytes comme moi sont pris en main. Et donc, je me suis assis avec un garçon, tout le monde parle anglais, il me dit « dessine-moi Internet ». Je sentais comme dans Le Petit Prince, donc j'essaye un petit peu. Bon, il m'explique comment ça marche, les serveurs, les opérateurs, tout ça. Et puis, le premier stade, c'était d'installer Tor sur mon ordinateur. Donc maintenant, j'ai Tor. Alors, c'est très lent. Et je vous avoue que je n'utilise pas souvent. Mais enfin, j'ai compris le principe. Et puis, enfin, il y a un dernier stade où ils se rassemblent dans un café. Et au bout de 2 heures, qui s'appelle la Stammtisch, et au bout de 2 heures, j'ai eu une sensation bizarre, comme une sensation des temps passés. Alors, d'abord parce qu'on a encore le droit de fumer. Et aussi parce que personne en 2 heures n'avait sorti son smartphone. Parce qu'en fait, personne n'a de smartphone. La définition du smartphone dans la communauté berlinoise, c'est « a tracking device ». Et donc, ils ont des vieux Nokia avec des mobicartes ou rien du tout, parfois. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Il y a 2 exemples récents qui ont accru mon inquiétude. C'est justement un de ses amis rencontré là-bas qui m'a envoyé quelque chose qui a été peu noté, enfin en tout cas moi je n'avais pas remarqué, changement de politique de confidentialité de Google cet été, puisque désormais Google explique que votre activité sur d'autres sites pourrait être associée avec vos informations personnelles, donc via votre Gmail, de manière à améliorer les services de Google et les publicités qu'il affiche. C'est-à-dire que désormais les pubs qui vous suivent sont plus anonymisées mais peuvent être personnalisées avec l'ensemble de vos informations, de vos données à valeur personnelle. Et puis on a appris la semaine dernière que l'administration française projetait de mettre en place un fichier d'identité géant rassemblant l'ensemble des cartes d'identité et des passeports de la population française et les connectant avec les données personnelles, biométriques et métadonnées, adresse mail, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, il faudra sans doute se pencher sur la question. Mais enfin, je ne peux pas ne pas partager le sentiment qu'en cédant aussi facilement nos données personnelles à l'État comme aux organismes privés, nous sommes devenus des chairs à algorithmes, comme il y avait de la chair à canon. Alors vous me direz, et alors ? Et c'est l'argument classique, à quoi bon éviter la surveillance si l'on ne fait rien de mal ? Et c'est un argument que, finalement, quand on relit les vieux textes, on trouve une jolie définition par Leibniz de ce qu'il appelait, dans la Théodicée, la raison paresseuse. La raison paresseuse, chez Leibniz, il dit c'est les fatalistes, les gens qui pensent que tout est déterminé d'avance, que Dieu a organisé le monde. Comme ils savent que leur destin est organisé à l'avance, du coup, ils ne font plus rien pour le changer. Et s'ils sont dans une maison en feu, ils ne bougent pas, puisque de toute manière, Dieu a décidé du résultat. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les data. On dit à quoi bon éviter cette masse de surveillance, faire l'effort de sortir de la maison en feu. Or, je pense qu'il y a au moins 3 arguments basiques pour échapper à la maison en feu contre la raison paresseuse. C'est d'abord l'argument de la filter bubble, de ce qu'un théoricien, Elie Pariser, a appelé la filter bubble, la bulle du filtre ou le pouvoir de la norme. Parce que, comme vous le savez,
En prenant en compte nos recherches passées, Google nous livre en priorité les informations susceptibles de nous plaire. Et finalement, l'Internet, loin d'ouvrir notre esprit souvent, ou du moins a le risque de nous enfermer dans notre bulle. C'est une des raisons, d'ailleurs, bien notées, pour lesquelles les théories du complot ont fleuri après Charlie Hebdo. Parce que, pour le dire un peu brutalement, si vous passez votre vie sur des sites pro-palestiniens, le premier lien que vous allez voir quand vous tapez Charlie Hebdo, c'est un lien qui vous expliquera que le rétroviseur n'est pas le même ici ou là et que l'attentat ne s'est jamais passé tel qu'on le décrit. Le deuxième, c'est l'argument moral. Que la moralité suppose le libre arbitre. Que vaudrait une vertu rendue impérative par le contrôle généralisé? Si nous finissons par faire ce que nous devons faire de manière purement automatique, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, alors où est le pouvoir moral, le pouvoir de décision? Si un jour les voitures s'arrêtent d'elles-mêmes aux limitations de vitesse, nous ne serons même plus respectueux du droit, nous n'aurons même plus de droit à respecter, nous ne serons même plus des sujets moraux. Le fait de ne pas pouvoir transgresser nous empêche également d'obéir aux lois. Et enfin, un argument politique qui est que cette masse d'informations, ce pouvoir sans précédent accumulé sur nos vies ne peut pas ne pas être mal utilisé à un moment ou à un autre. Et Leibniz tente de percer les causes psychologiques de cette raison paresseuse et il écrit, et je trouve que c'est parfaitement adapté à ce qui se passe avec nos données aujourd'hui, il écrit « Quand le bien ou le mal est éloigné et douteux, et le remède pénible, alors la raison paresseuse nous paraît bonne. Et aujourd'hui, en effet, le mal de la surveillance est éloigné et douteux, il semble même totalement indolore, et le remède est fort pénible s'il faut utiliser Tor et installer des VPN. Difficile donc de sacrifier sur l'autel de liberté abstraite le sentiment de confort et de facilité qui fait tout l'attrait du net. Faut-il attendre que le mal se rapproche, que la police nous signale chaque email inapproprié, que les compagnies d'assurance enregistrent les mouvements de nos matelas connectés pour réveiller notre raison paresseuse? Alors, je distinguerai de manière tout à fait classique, et après j'en viendrai à la deuxième partie qui est la solution, entre guillemets, enfin en tout cas une piste qu'on peut proposer, qui est la propriété privée des datas. Si vous l'avez vu, je n'ai rien contre toutes ces inventions et contre les datas, mais deux formes de surveillance, publique et privée. Bon, la surveillance d'État, on la connaît tous, elle a été largement révélée par Edward Snowden. Et la citation que je préfère sur ce sujet est celle de Wolfgang Schmidt, ancien officier de la Stasi, dans une interview de 2013, à propos de la NSA américaine, qui dit « Pour nous, ça aurait été un rêve devenu réalité ». Alors que la Stasi ne pouvait espionner que 40 lignes de téléphone à la fois, son équivalent américain, la NSA, passe chaque jour au crible environ 1,7 milliard d'emails, conversations téléphoniques et SMS. Et vous savez, cette tendance est mondiale, puisque l'article 2 de la loi renseignement, votée l'année dernière, donne à l'État français des moyens d'investigation à peu près semblables, puisqu'il a placé des algorithmes classés secret défense chez l'ensemble des opérateurs télécoms français. J'aimerais d'ailleurs vous raconter à ce sujet une anecdote qui, je pense, peut être tout à fait publique, d'un déjeuner avec le secrétaire général d'un de ces grands groupes télécoms français. Et je lui demande récemment, alors, est-ce que vous avez installé ces fameux algorithmes? Il me dit, je ne peux pas vous répondre, d'accord. Et après, il me dit, mais tout de même, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'un jour, j'ai convoqué les gens qui, chez moi, sont en charge de ces systèmes, et je les ai convoqués dans mon bureau, et je leur ai posé des questions auxquels je savais qu'ils n'avaient pas le droit de répondre. Et, me dit-il, ils ne m'ont pas répondu. Et il conclut, je trouve ça très rassurant. Ça veut dire que ces grands groupes télécoms, nous ne citerons personne, enfin vous les connaissez, il n'y en a pas beaucoup, ont toutes sortes de politiques de confidentialité, qui se mettent à leurs clients en expliquant quels usages ils feront ou pas de vos données, dans quelles conditions. Et d'un autre côté, le haut management trouve rassurant de ne pas savoir ce que des gens qu'ils ne connaissent pas font de l'ensemble des métadonnées à mon avis, d'une bonne moitié de la population française. Je ne trouve pas ça très rassurant. Vous me direz, il ne s'agit pas de personnes physiques qui écoutent nos conversations, mais simplement d'algorithmes, de robots triant des métadonnées anonymisées. Mais précisément aujourd'hui, à l'ère numérique,
Connaître les métadonnées nous fournit bien davantage d'informations que la lecture du contenu. Et ces méthodes de surveillance renversent la logique ciblée qui prévalait jusqu'alors en matière de renseignement, repérer pour surveiller, pour instaurer une nouvelle méthode, surveiller pour repérer. Et donc, au lieu de chercher des suspects au sein d'une population a priori innocente, on considère l'ensemble de la population comme a priori suspecte, pour en soustraire, à travers le tamis de l'algorithme, les honnêtes citoyens. Ce qui poursuit et parachève à la lettre les tendances disciplinaires du pouvoir moderne mises au jour par Michel Foucault. Alors, je ne sais pas si beaucoup connaissent le panoptique, mais au cas où je vous en refais la description. Donc, le panoptique, qui est la métaphore du pouvoir moderne utilisé par Foucault, il disait le pouvoir classique, le pouvoir des rois, était un pouvoir de la visibilité, c'est-à-dire on rendait visible le pouvoir, se montrer visible, s'afficher en place de grève et châtier au vu de tous les coupables. Et le pouvoir moderne fonctionne de manière complètement différente, puisque vous avez ces fameuses prisons à panoptique, où en fait les prisonniers sont alignés en cercle, enfin les cellules sont alignées en cercle et ouvertes sur une tour centrale où se trouvent les gardiens. Les gardiens peuvent voir les prisonniers, mais les prisonniers ne peuvent pas voir les gardiens. Et donc, le prisonnier est toujours dans une situation de visibilité, c'est-à-dire qu'il peut toujours être vu, mais il ne sait pas quand il sera vu, ni si il est vu. Et donc, il n'y a même plus besoin, c'est ça la magie de ce pouvoir, il n'y a même plus besoin d'avoir des gardiens dans la tour centrale, puisque vous finissez par vous surveiller vous-même. Et c'est un peu, finalement... Oui, et alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette logique du panoptique est une logique qui a été promue par Jeremy Bentham, qui est un utilitariste et qui avait énoncé la théorie utilitariste selon laquelle le but de la politique publique est de faire le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible. Et donc vous avez ce qui est exactement notre équation actuelle, une vraie correspondance entre d'un côté la transparence et la surveillance et de l'autre côté l'optimisation. Bien sûr, plus vous êtes transparent, plus vous pouvez optimiser les résultats. Mais aujourd'hui, quand on vous dit, quand tous les gens qui font des slides finissent en disant « We want to make the world better », ça veut dire quoi? C'est une logique, ça veut dire quoi rendre le monde mieux? En fait, quand ils parlent de la santé, des objets connectés, de n'importe quoi, de l'énergie, c'est toujours la logique utilitariste. C'est le plus grand nombre, le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible. Mais est-ce que ça, c'est évident? Est-ce que ça devrait vraiment être le but de la politique publique, le plus grand bonheur possible du plus grand nombre? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres philosophies politiques où le but de la politique publique est par exemple de préserver la plus grande diversité possible d'individualité en assurant les libertés individuelles, y compris contre le bonheur collectif? En tout cas, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc, dit Foucault, mais j'arrêterai avec Foucault, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait le modèle de l'algorithme qui est toujours présent mais jamais visible, et qu'ainsi, plutôt que de s'exercer de l'extérieur, le pouvoir rentre dans l'intimité de chacun. Foucault imaginait dans le futur, c'est amusant de voir à quel point ça s'est réalisé finalement, et je le cite, un réseau de dispositifs qui serait partout et toujours en éveil, parcourant la société sans lacune ni interruption, ce qui est le modèle de l'algorithme. Alors, pourquoi est-on si tolérant par rapport à cela? Et je me rappelle qu'avec mon think tank, nous avions co-organisé avec d'autres associations, comme le syndicat de la magistrature et d'autres, une manifestation contre l'état d'urgence. Mais il y avait 3 personnes à cette manifestation contre l'état d'urgence. Les gens s'en fichent complètement. Après, ils manifestaient par millions contre la loi El Khomri ou contre les lois sur le mariage. Mais sur la surveillance, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe en Allemagne, la population française est tout à fait atone, en se disant « Oui, mais enfin, vous voyez, de toute façon, nous vivons dans des sociétés démocratiques, donc le pouvoir est démocratique, donc ils ne feront pas une mauvaise utilisation des données qu'ils rassemblent. » Alors là, je citerai encore mon ami de la Stasi, Wolfgang Schmidt, qui dit « C'est bien le summum de la naïveté de penser que cette information ne va pas être utilisée, et la seule manière de protéger la vie privée des citoyens est de ne pas autoriser le gouvernement à collecter leurs données pour commencer. » Truisme qui mériterait aujourd'hui d'être rappelé
Et finalement, quand on dit ça, c'est qu'on confond la source du pouvoir avec sa nature. Ce n'est pas parce que le pouvoir a une nature, a une source démocratique, qu'il est devenu tout d'un coup par nature plus tranquille et plus gentil. Si le pouvoir n'est pas assorti de contre-pouvoir, ce que la loi renseignement a clairement exclu du dispositif, il ne peut que glisser. Et donc, face à ces dérives, nous pouvons d'abord appeler nos valeurs fondamentales. Aux États-Unis, le 4e amendement, mais je passe. En France, nous avions fait, au moment de la loi renseignement, une procédure citoyenne devant le Conseil constitutionnel, procédure, je crois, de la porte étroite, ça s'appelle, en invoquant le secret des correspondances. Vous avez le secret des correspondances a été l'une des innovations, des premières innovations des révolutionnaires français, qui ne supportaient plus que les espions du roi, dans ce qu'on appelait les cabinets noirs, ouvrent les lettres. Et le comte de Clermont-Tonnerre, en 89, rapportant les doléances des États généraux, dit « Les gens ne supportent plus deux choses, l'arbitraire des lettres de cachet et l'ouverture des correspondances ». C'est là qu'on avait voté le secret des correspondances, qui est quand même à la base de tout système démocratique. Or, aujourd'hui, le secret des correspondances est tout simplement dissous par la présence de ces algorithmes secret défense, dans la mesure où vous ne pouvez plus correspondre avec une personne sans avoir un tiers ou un filtre entre vous et le destinataire. Bon, et je passe maintenant à finalement ce qu'il y a d'encore plus intéressant, qui est, parce que ça finalement la surveillance d'État est désormais bien comprise, bien cadrée, et en Allemagne d'ailleurs, le Parlement lance de nombreuses initiatives pour restreindre le pouvoir des services de renseignement sur nos données. Alors, j'en viens donc, c'est plus intéressant, à la surveillance volontaire, à la surveillance privée. Car l'autre voleur de données qui semble inquiéter encore davantage les hackers de Berlin, ce sont les GAFA, les GAFAM et autres plateformes du net. Un voleur d'autant plus redoutable que ses victimes se laissent détrousser volontairement. Tous les jours, nous acceptons des dizaines de cookies sur nos ordinateurs et nous cliquons OK sur des conditions d'utilisation qui nous dépossèdent de nos données personnelles. Selon une étude de Carnegie Mellon, un Américain moyen signerait environ 1500 Terms and Conditions par an, ce qui correspondrait à 76 jours de lecture. Les conditions d'utilisation de PayPal sont plus longues que la tragédie de Hamlet et nettement moins divertissantes. Comment imaginer dans ces conditions que l'internaute donne son consentement éclairé comme le voudrait le droit ? Quand vous cliquez sur les Terms and Conditions de LinkedIn, vous donnez au réseau un droit, je le cite, irrévocable, mondial, perpétuel, sans limite ni rémunération, de copier, d'utiliser, de revendre toutes les informations qui lui seront confiées. Lorsque Facebook, vous vous rappelez, a manipulé les émotions de 700 000 utilisateurs en changeant les posts auxquels ils avaient accès. C'est toute une affaire il y a 6 mois, 1 an. Ce qui était intéressant dans l'affaire, c'était moins la manipulation psychologique de Facebook, réussie d'ailleurs, que le fait que Facebook s'était prévalu et avait gagné en droit du fait que le contrat que vous signez avec Facebook l'autorise à effectuer toutes sortes de recherches et analyses à partir des données collectées. Enfin, par facétie, GameStation avait inclus entre les lignes de ses contrats l'abandon de notre âme éternelle. Et sans surprise, 700 utilisateurs avaient conclu ce pacte méphistophélique en une journée. Alors, naturellement, en échange des données dont nous dépossédons, nous recevons des services gratuits. Et c'est ce que souligne Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, dans son dernier livre, qui écrit « On entend souvent dire que les plateformes devraient payer pour les données que leur fournissons, ce qui sera ma proposition. En pratique, cependant, certaines le font effectivement, non sous la forme d'un transfert financier, mais sous la forme de services non tarifés. Et en effet, les plateformes se rémunèrent via l'utilisation et ou la revente de ces données, principalement à des services de publicité qui font la quasi-intégralité des revenus de Facebook aujourd'hui, par exemple. Donc, tout à fait logique que vous soyez retargeté par la pub, puisque vous avez droit à un service gratuit. Et ce n'est pas prêt de s'améliorer, puisque dans une lettre de mai 2014 à la Securities and Exchange Commission, le régulateur financier américain, Google avertissait que bientôt la publicité arriverait sur les frigos, les pare-brises de voitures, les lunettes et les montres, un peu comme dans Minority Report, vous vous souvenez de la scène où John Anderton passe dans un couloir de métro, enfin en tout cas dans l'espace public, et où les écrans l'interpellent directement en lui disant « John Anderton, venez, vous pourriez boire une Guinness, vous avez des soucis aujourd'hui. John Anderton, partez en voyage, oubliez vos soucis, etc. »
Donc le deal est clair, contre la gratuité des sites, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des morceaux de musique, nous acceptons de confier nos données à des algorithmes qui nous proposent en retour des produits sur mesure. Appelons cela le pacte softien, comme software et comme Faust. Alors, ce pacte softien est, direz-vous, un arrangement volontaire entre parties consentantes, et donc qu'est-ce que je peux bien lui reprocher ? Il y a néanmoins, dans tout contrat, des clauses d'annulation, des clauses léonines. Il me semble qu'il y a 4 clauses léonines dans ces contrats. La première, c'est une clause sociale. Nous devenons dépendants de ce que Jaron Lanier, qui est un geek célèbre, vous connaissez peut-être dans la Silicon Valley, qui a écrit un livre très éclairant sur tous les sujets dont nous parlons aujourd'hui, qui s'appelle « Who Owns the Future ?», qui possède l'avenir. Et qui explique, et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'était un grand partisan du logiciel libre dans les années 80, il fait le constat que la gratuité généralisée a en fait soumis les gens aux plateformes, et il réclame aujourd'hui l'instauration d'une patrimonialité sur les données, c'est-à-dire d'une rémunération. Donc, clause sociale, disais-je, car nous devenons dépendants donc, des serveurs sirènes, pour reprendre l'expression de Janier, qui nous imposent peu à peu leur propre système de normes, exemple bien connu dans Facebook, les nus, etc. Une clause économique, puisque la gratuité repose sur la fiction selon laquelle nous avons tous la même valeur vis-à-vis des plateformes, alors que nos données ne se valent pas. Ainsi, certains fournissent une masse importante de données et d'autres se comportent en passagers clandestins, laissant le minimum de traces digitales. Une clause politique, encore plus intéressante, car si aujourd'hui nous restons libres de nous déconnecter, rien n'assure que ce soit le cas demain. Les autorités, selon la logique utilitariste dont je parlais au début, auront et ont déjà la tentation de nous imposer le big data au nom du bien public. Pourquoi ne pas rendre obligatoires les compteurs intelligents pour réduire notre consommation d'électricité ? C'est bon pour l'environnement. Pourquoi ne pas rendre obligatoire l'interconnexion des GPS pour éviter les embouteillages et les accidents ? Qui ne voudrait pas d'une ville sans accident de voiture ? Pourquoi ne pas rendre obligatoire les bracelets connectés pour améliorer la santé publique et traquer les épidémies ? Et je pense que, s'agissant des voitures autonomes, par exemple, le choix du législateur va être important. Est-ce qu'il faut imposer la généralisation des voitures autonomes pour qu'il n'y ait plus jamais d'accident, finalement, puisque le réseau sera connecté ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, imposer l'obligation aux constructeurs de permettre à l'utilisateur de se déconnecter et donc de devenir un danger public ? Enfin, une clause juridique, à quelle vie privée ai-je droit ? Dans le monde où chacun peut racheter des fichiers contenant mes goûts, mes déplacements, mes amours, il est remarquable qu'un chantre de la fin de la vie privée comme Mark Zuckerberg se fasse construire un mur de 2 mètres de haut autour de sa résidence à Hawaï, ou rachète toutes les propriétés adjacentes à sa propriété de Palo Alto. Bref, le pacte softien est vicié par une anomalie fondamentale. Aujourd'hui, nos données échappent à notre contrôle. Elles sont éparpillées dans la nature sauvage de la toile. Elles sont res nullius, chose qui n'appartient à personne et dont le premier occupant peut s'accaparer et que le premier occupant transforme ensuite en fichiers qui, eux, sont soumis aux droits de propriété intellectuelle et sont monétisables. La commissaire européenne Viviane Reding estime la valeur des données au sein de l'Union européenne à 1 000 milliards d'euros d'ici 2020, soit 8% du PIB. Ne serait-il pas temps de demander à qui appartient la matière première qui permet une telle création de valeur ? Est-ce qu'elle ne nous appartiendrait pas à nous, par exemple ? Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle version de la tragédie des communs, ces pâturages publics partagés par tellement de troupeaux qu'ils entraînent la surexploitation d'une ressource rare, l'herbe en l'occurrence. Les acteurs digitaux broutent le pâturage des données sans se soucier des conséquences. Alors, face à cette situation, 3 grandes solutions sont avancées, qui recoupent, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point les vieilles théories politiques se réappliquent de manière complètement automatique aux champs nouveaux que sont les data. Il y a 3 grandes options qui sont discutées aujourd'hui dans le monde face à ce phénomène de captation de valeur. C'est la nationalisation, politique, disons, collectiviste, les droits fondamentaux, politique social-démocrate, et la patrimonialité, politique libérale. Donc la première, c'est la nationalisation, c'est-à-dire l'État saisit le pâturage et un comité central gère les tours de passage des bergers et des troupeaux. En d'autres termes, les données vont être considérées comme un bien commun, un res communis. On passe de res nullius à res communis. L'État les saisit, crée une grande agence centrale des données,
les anonymise, par exemple, et ensuite les revend ou les redistribue aux entreprises capables de les utiliser. C'est ce que certains appellent en France, je ne les citerai pas, c'est ce que certains appellent la souveraineté numérique, qui est assez à la mode et qui est fondée là-dessus. Ensuite, la deuxième option repose sur les droits fondamentaux, on va dire, et c'est l'option qui est actuellement poursuivie par le législateur et par les différents régulateurs nationaux, CNIL et autres. C'est l'idée qu'on va imposer des obligations aux plateformes et, à l'inverse, qu'on va accorder des droits aux utilisateurs. C'est une logique en droit dite personnaliste, puisqu'elle attache des droits à la personne. Et elle est fondée sur un concept dégagé par la Cour constitutionnelle allemande qu'on appelle l'autodétermination informationnelle. J'ai le droit d'autodéterminer, de déterminer moi-même l'usage de mes données. Donc, exemple, dans la lignée du droit à l'oubli, on pourra octroyer à l'utilisateur le droit d'autoriser la mise en circulation de ses données, d'en connaître la destination, la portabilité des données, etc. Tandis que les plateformes se soumettront à de nouvelles obligations, dévoiler les paramètres des algorithmes, offrir des services alternatifs non personnalisés, etc. etc. Donc, vous voyez, donner des droits aux utilisateurs, des devoirs aux plateformes, c'est la logique des droits fondamentaux, c'est la logique juridique actuelle, c'est la logique du Conseil d'État, de la CNIL et de l'actuelle loi numérique. Selon moi, le risque est d'aboutir à une extrême judiciarisation des processus, à une très forte bureaucratisation du phénomène digital, et au fait que le juge va aller fouiller à chaque innovation les algorithmes des différentes startups pour voir si oui ou non elles protègent les données, qu'est-ce qu'elles en font, est-ce qu'elles ont bien répondu à telle ou telle loi, telle ou telle norme. Et donc freiner l'innovation. C'est pourquoi il est urgent d'explorer la troisième option que je voulais vous présenter aujourd'hui après cette longue sorte d'introduction, qui est la patrimonialité des données. Et si, c'est comme ça qu'on a résolu d'ailleurs le problème des communs dans la plupart des pays, si nous accordions aux fournisseurs des données un droit de propriété sur leurs données personnelles. On parle là évidemment des données personnelles. Si nous rendions l'individu juridiquement propriétaire de ces données, ce qui n'est le cas aujourd'hui nulle part au monde. Ainsi, l'État reconnaîtrait à chacun des bergers la propriété d'une parcelle de pâturage, libre à eux de les échanger ensuite pour trouver le meilleur équilibre. Car si les données sont, selon la formule convenue, le pétrole du XXIe siècle, il est temps de rémunérer le producteur primaire, celui qui ensuite les revend à d'autres pour le raffinage et autres. De même que la révolution industrielle a rendu nécessaire le droit de propriété intellectuelle, la révolution numérique devra créer un droit de propriété sur les données. Alors, faisons cette hypothèse et imaginons à quoi ressemblerait une société et des instruments numériques où les utilisateurs auraient un droit de propriété sur leurs données, du titre d'ailleurs de cette conférence qu'on ne voit plus, « Mes data m'appartiennent ». Aujourd'hui, vous avez ce triangle malsain entre l'utilisateur, le service gratuit dont on a parlé, et puis la publicité génératrice de revenus, et qui est essentielle à cet écosystème, qui est d'ailleurs complètement une sorte d'accident historique, parce que la publicité, me semble-t-il, a perdu toute sa valeur, et je ne supporte plus la publicité. Quand vous avez une publicité de 10 secondes, c'est d'où le succès des blocs ads, et d'où d'ailleurs la bataille féroce de Facebook pour en limiter la portée, parce que cela détruirait plus de la moitié de leur business model. Donc au lieu de ce triangle, apparaîtrait un marché bilatéral traditionnel entre le vendeur de données et l'acheteur, la plateforme, évacuant donc la publicité du cœur du modèle. Donc vous auriez une plateforme facturant ses services et un utilisateur facturant la vente ou l'utilisation de ces données. Et donc la différence entre le prix de vente de nos données et celui de l'achat de services constituerait le solde net, négatif ou positif, de nos activités digitales. Autrement dit, aujourd'hui, la valeur générée par Facebook via la publicité équivaut à peu près à une dizaine de dollars par utilisateur et par an. Ça veut dire que pour 10 dollars par an, vous abandonnez à Facebook vos trésors dont il tire sa valeur. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit soit de vendre mes données à Facebook, d'être rémunéré s'il en fait une utilisation qui produit de la valeur, soit à l'inverse de refuser de lui céder, de lui donner l'utilisation de mes données, c'est-à-dire j'utilise cette plateforme, mais je ne veux pas que Facebook ensuite puisse en faire quoi que ce soit, et à ce moment-là, c'est moi qui payerai. Puisque c'est moi qui créerai pour Facebook une externalité négative qui me comporterait un freerider. Donc je devrais payer.
Et suivant ce que vous acceptez de donner ou ce que vous voulez retenir, vous auriez donc des prix différents, soit de rétention, soit de vente des données. Jaron Lanier, toujours lui, imagine ainsi un système de micro-paiement de l'ordre de centièmes de centimes qui viendrait créditer et débiter en continu nos comptes digitaux personnels suivant les conditions que nous aurons attachées à nos contrats personnels. Est-ce que je souhaite tout céder et gagner un maximum d'argent? Est-ce que je souhaite ne rien céder et payer? Est-ce que je souhaite les donner en location, en leasing, pour l'éternité, pour une durée de temps limitée, en héritage? Enfin, toutes les formules seraient possibles, correspondant à tous les choix, à tous les goûts individuels. Et Lanier parle à ce sujet d'une économie de l'information humaniste. Et en effet, qu'est-il de plus humaniste que d'assurer la plus grande diversité possible des choix individuels? Ainsi, chacun pourrait effectuer pour lui-même l'arbitrage aujourd'hui opéré par l'État entre vie privée et optimisation. Quant aux passagers clandestins, bénéficiant du big data sans y participer, ils devront payer pour l'externalité qu'ils créent. Autrement dit, pour reprendre les exemples du début, si vous ne voulez pas vous équiper d'un compteur d'électricité intelligent, Linky, ou porter un bracelet de santé électronique, c'est votre droit, mais ce droit a un prix, car vous aussi, vous allez bénéficier de la réduction des émissions carbone ou des progrès de la médecine. Et c'est donc normal de payer, que de même que ça serait normal d'avoir une taxe carbone. Vous me direz, oui, mais la relation entre les producteurs de données et les plateformes seront par nature déséquilibrées. Certes, mais les fournisseurs de données pourraient se regrouper dans des organismes un peu à mi-chemin entre la coopérative et la société de gestion collective, comme il en existe pour les droits d'auteur. Et d'ailleurs, donc, c'est dans le cadre de mon think tank ce sujet sur lequel on travaille avec des juristes et des économistes. Et la solution sur laquelle planchent les juristes, mais je vous dirai si c'est celle qui est retenue, c'est de dire qu'il suffirait d'intégrer dans l'article L111.1 du Code de la propriété intellectuelle la data, de manière à rémunérer la data comme un droit d'auteur et à étendre la propriété intellectuelle, enfin le droit d'auteur en fait, à la production digitale. Qui dit marché dit différenciation, donc qui dit système un marché de la donnée, qui dit marché dit différenciation de la valeur, parce que comme je le disais, nos données ne s'égalent pas les unes aux autres. Prenez par exemple une application de trafic en temps réel, comme Waze. Aujourd'hui, pour y accéder, vous êtes obligé de participer au jeu, vous êtes obligé de donner vos données de géolocalisation, sinon vous n'y avez pas accès. C'est c'est la formule que décrivait Tirole, service gratuit contre données. Si demain j'instaure une propriété privée sur les données, alors le chauffeur routier qui utilise Waze et qui est constamment sur la route et qui accepte de vendre ses données sera rémunéré de manière assez importante. Alors que moi, qui utilise ma voiture une fois tous les mois, qui donc ne participe quasiment pas à la construction du système de Waze, je serai au contraire obligé, enfin je devrais en tout cas payer un prix de marché, le prix que déterminera l'offre et la demande pour accéder à Waze. Et bien sûr, la propriété privée implique la possibilité d'une expropriation, de même que vous pouvez, pour raison d'intérêt général, de même qu'aujourd'hui vous pouvez être exproprié de votre champ si l'État veut y construire une autoroute. Et donc, si l'État veut s'emparer des données de santé pour prévenir une épidémie ou des données de personnel pour prévenir le terrorisme, il pourra vous en exproprier, mais pas avec l'impunité actuelle, puisqu'il devra justifier devant le juge de la proportionnalité entre l'expropriation et le dommage qu'il vous crée et l'intérêt général. Alors, à cette idée de patrimonialité se heurte aujourd'hui à de nombreuses résistances. Je vais être obligé de passer un peu plus vite. La première résistance est d'ordre technique. Les gens qui vous disent, beaucoup d'ailleurs des gens qui travaillent dans le numérique, que les données en soi ne signifient rien ou ne valent rien. Qu'en soi, une donnée, c'est zéro. On répondra qu'un grain de blé en soi ne vaut rien. Un grain de blé, c'est zéro. Ce qui lui donne de la valeur, y compris une valeur infinitésimale, c'est la demande. La demande de l'industrie, la demande du meunier. S'il y a une demande aujourd'hui pour vos données, alors il est possible d'y fixer un prix, encore une fois, fût-il minime. La deuxième forme de résistance est plus politique. Les hackers de Berlin, par exemple, quand on leur parle de ça, comprennent, mais sont réticents, parce que gardent une logique très anticapitaliste et considèrent que ce marché va, comme toujours, permettre aux riches d'être mieux protégés que les pauvres. Et quoi, je répondrai que le système de nanopaiement permet de maintenir les sommes en jeu à un niveau relativement minime, que d'autre part, la monétisation de nos données ne dépend pas de notre niveau de fortune, mais de notre environnement, l'exemple du chauffeur routier, par exemple, et que surtout, payer pour sa vie privée ne doit pas être considéré comme un privilège, mais comme un juste dédommagement pour un comportement de passager clandestin.
et que si vous voulez continuer à tout donner gratuitement et à tout donner et à tout recevoir gratuitement, ce sera également votre libre choix. Vous avez une deuxième objection politique, c'est l'objection du Conseil d'État français, qui est le réflexe classique paternaliste de l'administration, qui dit, je le cite, que reconnaître un droit de propriété de l'individu sur les données, c'est une option qui a été imaginée, investiguée, très bien d'ailleurs décrite par le Conseil d'État en 2014. Connaître un droit de propriété de l'individu sur ces données impliquerait en réalité de renoncer largement à la logique de protection. Donc ça, c'est l'argument classique traditionnel de l'État qui vous dit qui sait ce que vous allez faire de vos données si vous en donnez la propriété ou la libre utilisation, mieux vaut que nous nous en chargions nous-mêmes. Et derrière cette logique de protection se cache un argument, une résistance encore plus fondamentale, quasiment métaphysique, qui est celle de nombreux juristes aujourd'hui, qui dit « je ne peux pas vendre mes données pour la même raison que je ne peux pas vendre mon rein ou mon ventre, parce que mon intégrité physique n'est pas monnayable et que les données sont le reflet du corps et que mon corps est inaliénable ». C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui n'est loin d'être négligeable en droit français. En effet, et là j'aurais bien aimé vous faire, mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps, tout un développement sur la propriété du corps. Vous n'avez pas aujourd'hui, le corps n'est pas patrimonial, vous n'avez pas de propriété sur votre propre corps. Si vous instauriez une propriété sur le corps, vous pourriez alors en déduire une propriété sur les données personnelles, qui n'en sont l'émanation. Et donc j'arrêterai là en vous disant que les progrès vertigineux des biotechnologies sont liés à cette question de la patrimonialité des datas. Les progrès des biotechnologies vont nous obliger à répondre à la question que la modernité n'a pas voulu se poser. Est-ce que je suis propriétaire de mon corps ? À mon sens, elles vont nous obliger à y répondre positivement. Parce qu'à l'heure où on peut trafiquer son corps, il va bien falloir réguler ça par le droit et que le droit de propriété sera encore la manière la plus simple, la plus efficace et la plus respectueuse de le faire. Et que si l'on répond positivement à cette question, il faudra aussi répondre positivement à la question est-ce que mes datas m'appartiennent ? Créer ainsi une véritable marché des datas primaires, alors qu'aujourd'hui leur valeur est captée uniquement par les grands groupes et les plateformes. Permettre à certaines personnes, pourquoi pas, d'en vivre, c'est ce qu'imagine Jaron Lanier. Permettre à d'autres, au contraire, de les retenir et de ne rien donner de ce qu'ils sont, ni à l'industrie privée, ni à l'État, puisque pour les subtiliser, il devra arguer d'une expropriation légitime. Ainsi donc, établir la propriété de moi-même, c'est aussi interdire de violer celle d'autrui et poser les limites qui nous manquent aujourd'hui sur l'utilisation de notre corps comme de nos données. Je vous remercie. Je crois. Oui. Ok. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai juste une question. Effectivement, j'adore votre conclusion et je trouve ça très très riche de le penser jusqu'au niveau juridique, cette finesse-là. J'ai juste une question sur est-ce que vous pensez pas que même si on arrive à appliquer ce droit sur la propriété des données, on se retrouve quand même dans le même schéma où finalement les gens qui ont le plus de connaissances et de sciences sur qu'est-ce que c'est que la donnée et quelle est la valeur de ces données, eux-mêmes puissent s'en protéger et finalement se retrouvent dans le même état qu'aujourd'hui et le même état que dans 1000 ans et le même état qu'il y a 1000 ans. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours les gens qui s'informent le plus, qui sont les plus cultivés, qui peuvent faire les meilleurs choix et que les gens qui le sont moins ont plus de difficultés et donc, je ne vais pas dire se font exploiter, mais sont plus manipulables, entre guillemets. Évidemment, mais d'ailleurs, par exemple, c'est les gens que j'ai rencontrés à Berlin, c'est ce à quoi ils s'attellent, c'est à faire émerger la conscience publique sur l'utilisation des données. C'est quelque chose qui est très lent à se dégager, mais qui commence, par exemple, à être relativement répandu en Allemagne, et que les histoires de Snowden ont considérablement accru. Donc, faire monter, éduquer les gens, leur montrer les dangers ou les questions, est de toute façon une tâche qu'il faut prendre en main, soit par l'éducation, soit par les groupes, les communautés civiques et tout ça. Mais ce que donne la propriété des données, c'est qu'elle donne les outils nécessaires pour que les gens s'en emparent.
Donc c'est une question différente, celle des outils et celle de la conscience du problème. Et bien sûr qu'il faut travailler sur les deux, mais moi je parle véritablement des outils. Et par ailleurs, dans le cadre de ce rapport, on travaille aussi avec des techniciens, notamment des techniciens de la blockchain. Alors, ne me posez pas trop de questions sur la blockchain, donc tout le monde dit n'importe quoi, moi y compris, mais qui me disent que dès que le droit permettra la propriété des data, des solutions blockchain vont émerger pour faire des sortes de contrats intelligents personnalisés, qui seront du coup extrêmement faciles d'utilisation. Et je suis désolé d'être un peu cynique, mais je pense qu'à partir du moment où les gens auront la possibilité de tirer de l'argent, en fait, de ce système, ça va se répandre comme une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont comprendre que leurs copains, ils touchent 100 € par mois, enfin, je dis n'importe quoi, parce qu'en plus il faut évaluer le marché, tout ça, mais enfin, tirent 100 € par mois de Facebook, tout d'un coup, la conscience de ce sujet va se répandre de manière beaucoup plus rapide. Parce que les gens ils vont y avoir non seulement un intérêt, je veux dire, moral, mais aussi un intérêt financier, personnel. Ou à l'inverse, de refuser ça et de se protéger. Bon. Mais je ne crois pas à l'idée selon laquelle, pour les nouvelles générations, l'intimité ne compte plus, etc. L'intimité ne compte plus jusqu'à temps qu'ils rencontrent un problème, en fait. Ok. Je suis désolé. Oh, une dernière. Une dernière très rapide. Ouais, bon, okay, allez-y. Merci. Oui, alors moi j'avais des petites remarques parce que je travaille dans le hacking. Donc, du coup, déjà des hackers, il n'y en a pas qu'à Berlin, il y en a aussi beaucoup en France. Hein. Et c'est vrai qu'on est tous parano sur la sécurité quand on est dans le hacking. Après, à mon avis, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, qui est celui que même si on met en place des protections juridiques très élaborées, par définition, les données qui sont sur Internet peuvent être hackées très facilement par n'importe qui, y compris par des gens très mal intentionnés qui n'ont absolument aucun respect de la loi. Et donc ça, je trouve que ça fait très peur, parce qu'en fait, même si on met en place des protections, même si les sociétés jouent le jeu, etc., finalement, toutes les données qui transitent par Internet peuvent être exploitées à très grande échelle pour des choses malveillantes. Et à mon avis, c'est ça le vrai problème. Oui, ben ça, j'avais lu un livre d'un type de cybersécurité, un Américain, qui disait que pour jouer, en quelque sorte, il avait hacké le bras électronique d'un de ses amis. Il pouvait lui faire lever la main à gauche, à droite, en haut, en bas, et expliquer qu'il y avait effectivement des hackers qui avaient détourné des systèmes des hackers, alors pour le coup bienveillants, qui avaient détourné des systèmes de tramway dans des grandes municipalités polonaises. Donc, mais je veux dire, c'est un autre sujet, c'est sujet pour d'autres gens, qui est celui de la cybersécurité, mais ça ne change encore, je répondrai à la même chose que l'intervenant précédent, ça ne change pas le fait que si ces systèmes sont en place, si la conscience est en place, si la sécurité est en place, après les outils d'utilisation et de propriété de ces données sont pourraient être ceux que je décris. Par ailleurs, me dit-on, mais là vraiment c'est hors de mes compétences, mais les outils blockchain et les contrats intelligents seraient aussi une manière de sécuriser davantage les données qu'elles ne le sont. Mais là, je marche sur des œufs. Donc. Merci Gaspard. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce que sinon je vais me faire gronder très très fort. Donc merci Gaspard, encore des applaudissements et bonne continuation.